living a dream. They put me up in the ring. I'ma take one for the team. You know I'm living a dream. You know I'm living a dream. À quelques jours du Final Four, Rocasfer reçoit aujourd'hui l'un des pivots de la Roca Team, Mame Diaye, auteur d'un énorme match 2 en play-off contre Barcelone. On reviendra avec lui sur sa saison, son passé et ses ambitions. Les playoffs, justement, vous donnent rendez-vous sur TV Monaco. For History, le documentaire Inside de Sylvie Ferreira sur le duel face à Barcelone sera diffusé jeudi. On vous proposera un petit extrait dans cette émission. Et puis on se projettera sur ce Final Four à Abu Dhabi, la demi-finale contre l'Olympiakos vendredi à 20h. On vous donnera toutes les clés de ce match avec Mame Diaye. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Rocasfer, votre rendez-vous basket tous les lundis, 19h50 sur TV Monaco. Pour m'accompagner aujourd'hui, mon fidèle compagnon, Yohan Cherami, qui est avec nous. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et donc, notre invité, Mame Diaye, l'un des pivots de la Roca Team, vainqueur de l'Eurocup avec la Virtus Bologne, international français. Salut Mame, comment ça va? Salut tout le monde, ça va très bien. Avant de commencer cette émission, on vous le rappelle, le Final Four, c'est vendredi, rendez-vous sur TV Monaco, match à partir de 20h, on prendra l'antenne à partir de 19h pour l'avant-match et puis restez bien avec nous après cette rencontre, on fera comme d'habitude l'après-match en compagnie de Yohan et de Ben Monclar. On commence tout de suite cette rencontre avec l'entre-deux. Mame, on est à l'aube du Final Four et des playoffs de Betclic Elite. Quel regard tu poses sur cette saison de la Roca Team, personnellement et collectivement? Je pense que quand on est dans un club comme Monaco, le regard il se pose à la fin. Et il va se poser, je pense qu'on pourra statuer de la saison en fonction de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Clairement, ces quelques semaines décisives, elles vont déterminer cette saison si elle sera l'une des meilleures saisons de Monaco ou l'une des pires saisons on va dire de cette nouvelle ère Monaco. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les objectifs sont partiellement cochés puisqu'il y a une élimination en Leaders Cup, cette cruelle défaite en finale, cette élimination après en demi-finale, les deux fois contre Le Mans, c'est déjà un coup dur dans la saison du club. Clairement, en étant totalement objectif, quand on commence la saison, le but c'est de remporter tous les trophées possibles. Il y en a déjà deux sur lesquels on passe à côté. Donc à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de trophée, ça reste une saison très négative et peut-être la pire saison comme j'ai dit, de cette nouvelle époque à Monaco. Sur ces deux compétitions, c'est Le Mans qui vous a barré la route à chaque fois et c'est l'équipe que vous allez retrouver du coup en play-off de Betclic Elite. Comment on voit cette confrontation, Mame? Est-ce qu'on est ravi de se dire on va pouvoir peut-être se venger ou se dire ils nous ont tapé quand même 3 fois sur les 4 rencontres cette saison, attention, il y a danger? Clairement, il faut avoir les deux choses en tête. Je pense que on a clairement une revanche à prendre sur eux. Parce que clairement ils nous ont privés de beaucoup de choses et d'abord il faut les féliciter et donner du crédit à ce qu'ils ont fait. Ensuite nous forcément c'est des choses sur lesquelles on peut pas revenir en arrière maintenant. Tout ce qu'on peut c'est rattraper la chose du mieux possible et cette série de playoffs va être le moment parfait pour pouvoir réagir à ça. C'est une équipe contre qui tu as brillé. En plus, Le Mans, toi personnellement, malgré les défaites, tu as fait un match à 24 points, il me semble, en finale de Leaders Cup. Tu finis meilleur marqueur et tu es presque en double-double sur le match de Coupe de France. C'est frustrant de se dire qu'on est capable d'être décisif comme ça, mais qu'on n'a pas la récompense au bout. C'est sûr, c'est que clairement on va dire que je suis responsabilisé. J'ai à cœur de montrer ce que je suis en mesure de faire. Quand on a un temps de jeu constant, quand on a un rôle constant, c'est un peu plus facile de pouvoir, ça permet de pouvoir s'exprimer plus facilement entre guillemets. J'ai envie de pouvoir rentabiliser un maximum à chaque fois et
tout ce que voilà, j'essaie de faire, c'est de pouvoir chercher à me rendre utile à l'équipe, à apporter à l'équipe là où il peut y avoir du besoin et dans ce que moi je peux apporter. Après, voilà, quand ça ne suffit pas pour gagner, c'est frustrant parce que ça va entacher la performance. Donc, ces mêmes matchs-là, en gagnant, je pense que ça aurait été des matchs références pour moi. Mais quand il y a une défaite, le résultat collectif, il passe avant tout. Et ça va clairement, on va dire, minimiser ce que j'ai pu faire. Tu es en train de te rendre de plus en plus utile dans cette équipe et pourtant rien n'a été simple pour toi entre les blessures, les passages sur le banc en principauté. Tu es en train de t'imposer dans une équipe qui joue le titre. Est-ce que tu t'es déjà senti aussi fort ? Me sentir personnellement aussi fort, je veux dire que je me suis toujours senti comme je suis actuellement. Déjà, c'est parce que ça vient quand même d'une certaine... sans être dans un excès de prétention, mais d'avoir une certaine confiance au travail qui est mis, à cette abnégation qui est la quotidienne, que les gens ne peuvent pas forcément voir forcément. Après, c'est sûr que voilà, quand je regarde derrière, la route, elle n'a pas été facile du tout. On y reviendra justement sur ton parcours. Il y a eu beaucoup de choses et je pense que c'est quelque part, j'ai eu la chance, entre guillemets, de vivre pas mal de choses difficiles à travers ma carrière, beaucoup de hauts et de bas, des situations sur lesquelles je pensais que... voilà, j'étais voué à pas réussir entre guillemets et finalement j'arrive à m'en sortir, qui font que quelque part ces 2 ans de Monaco reflètent un peu ma carrière, c'est-à-dire que j'arrive, je pense qu'il y a une possibilité de m'intégrer, finalement la route est barrée, mais je m'accroche, je m'accroche jusqu'au bout et à un moment donné, dès qu'il y a des opportunités, j'arrive à les saisir plus ou moins, mais ça décolle pas forcément et à un moment donné ça réussit à décoller davantage. Et voilà, jusqu'à arriver à cette saison où, grosso modo, j'essaie de commencer chaque match en me disant qu'il faut que je rentre et je sois efficace. Il faut que je rentre et je sois efficace. Et de prendre ce qu'on me donne et de surtout contrôler ce que je peux contrôler. Ouais, ça a payé sur ce début de saison avec Sacha Obradovic. Tu fais un premier tiers de saison très très fort. Et il y a cette blessure qui arrive. Ça a été un coup dur dans ta lancée alors que tu te sentais, je pense, très bien. Ça a été clairement un coup dur parce que forcément déjà c'est jamais le meilleur moment il y a seulement un moment pour se blesser, avoir des pépins physiques. Mais forcément quand ça se passe bien et qu'on est dans une certaine dynamique et qu'elle est trouvée, entre guillemets, il n'y avait pas de raison pour que les choses se passent moins bien pour moi. Donc j'étais lancé. Pour moi, c'était une grosse victoire, c'est-à-dire que forcément de performer c'était une victoire, mais de performer avec un coach et avec une équipe avec laquelle je n'avais pas forcément de confiance, avec laquelle je n'avais pas forcément de rôle, avec laquelle j'étais au bout de banc et me retrouver quelques mois plus tard à jouer et performer et être responsabilisé, pour moi, ça, c'était une grosse victoire déjà. Et j'étais en train de savourer en fait, ce moment-là. Donc voilà, ça arrive, mais malgré tout, comme j'ai dit, ça a été un moyen pour moi de me dire de ne pas arrêter, de continuer, quoi. Mam, on va reparler de ce qui s'est passé du coup en play-off, ce duel face à Barcelone, et notamment ce match 5 complètement fou. On en parlait avant l'émission justement avec Johan, on est passé par toutes nos émotions, ça a été compliqué aussi à vivre pour nous. Raconte-nous un petit peu comment toi tu l'as vécu sur le terrain. Sur le terrain, clairement, je pense qu'on est comme tous les spectateurs. On a extrêmement envie de gagner. Il y a du stress, il y a de la tension, il y a ce côté nervosité. Mais en même temps, on fait tout un maximum pour chercher à garder le sang-froid et se dire que quoi qu'il arrive à la fin de ce match, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut pas avoir de regrets. Et quand on voit que ce match-là, il se joue à 1 point, ça aurait pu basculer, tant mieux ça a basculé pour nous, mais ça aurait pu basculer pour Barcelone aussi. Il faut être objectif et l'admettre. Et je pense que le scénario est totalement fou sur le terrain. On est acteur, donc on n'arrive pas à débrancher le côté stress et être dans l'action, mais je pense que voilà, dans les bancs, dans les tribunes ou à la télé, ça devait être difficile à... Nous, on n'a pas réussi à débrancher, ça je peux te le confirmer. Ça devait être un supplice. Il y a cette dernière possession aussi pour Kevin Punter. Mam, on l'a vécu nous aussi, on se dit en plus, il reste un petit peu de temps, il peut aller provoquer la faute, il est à 100% sur les shoots au lancer franc, c'est un joueur incroyable au lancer franc. Et on ne sait pas comment il prend sa décision, mais comment vous l'avez vécu aussi, comment toi tu l'as vécu personnellement au moment où il prend la balle. À ce moment-là, c'est panique, parce que clairement, c'est le dernier joueur de Barcelone
à qui on voudrait voir le ballon. Et c'est comme par hasard, le ballon il tombe dessus. Et là, voilà, nous moi j'étais à ce moment-là sur le banc. Tout de suite, tu vois ce qu'il y a autour, tu vois qu'il y a 2-3 joueurs qui sont ouverts aussi. Par exemple, dans l'action, tu voyais qu'il y a Hernan Gomez qui était défendu par Mathieu Strazel dans la raquette. Tu voyais qu'il y avait un shooter, je ne sais plus c'était qui, mais il y avait un shooter qui était dans le corner. Donc il y a plein d'options disponibles. Et là, il faut faire des choix. Et c'est pas une science infuse. Entre guillemets, on a laissé le tir. C'est un tir qu'il aurait très bien pu mettre, qu'il a raté. Et tant mieux comme ça. Mais c'est un stress énorme. Ascenseur émotionnel, mais dans le bon sens cette fois-ci. Du coup, quand tu rates, tout le monde est content, mais il a fallu une seconde pour réaliser que le score était vraiment fort. On le voit là. Là, on le voit, ce dernier tir. C'est ça. Et qui offre donc la victoire à Monaco, qui ira au Final Four. Johan, il y a un joueur qui a particulièrement brillé sur ces playoffs, celui qu'on attend, qui se transcende sur cette fin de saison, c'est Mike James. Ouais, à 34 ans, le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague qui ne cesse d'impressionner. On a encore vu là, on va regarder ses statistiques sur cette série de playoffs. Il affiche la 3e meilleure évaluation sur ces playoffs, derrière Sasha Vezenkov et Nigel Hayes-Davis. Et puis regardez, les chiffres sont éloquents. On va regarder sa moyenne de points, un tout petit peu plus au-dessus de 16 points. Il est dans le top 10, 8e pour être exact. Les chiffres sont plutôt bons quand on voit les pourcentages, 55 à 2 points, 41 à 3 points. Pareil, à 3 points, il est à 12 sur 29, donc c'est plutôt, il tente beaucoup, il réussit quand même pas trop mal. C'est plutôt des chiffres qui sont parlants, qui sont franchement solides. Et puis on voit Mike James passeur aussi, c'est le meilleur passeur sur cette série de playoffs, devant des Shane Larkin, des joueurs dont on ne présente plus évidemment le pédigré, mais voilà un Mike James qui a été au niveau auquel on l'attendait, auquel on l'espérait. Mam, c'est le joueur le plus fort avec lequel tu as eu l'occasion de jouer? Ouais, clairement. On voit ce qu'on voit en match, et en plus moi il y a ce que je vois tous les jours à l'entraînement. C'est-à-dire que tous les jours en fait, tu as l'impression que t'arrêtes pas d'être surpris par des choses qu'il fait qui lui semblent anodines, alors que c'est totalement incroyable pour 95% des basketteurs au monde. Donc c'est un joueur qui est vraiment unique dans son genre. Et ce que j'ai apprécié par contre malgré tout, c'est que malgré ce niveau et ce talent, il y a cette volonté de toujours aller chercher plus qu'il a. Il y a cette éthique de travail qu'il a. C'est quelqu'un qui bosse énormément, qui ne s'arrête pas. C'est entre guillemets une machine en termes de travail. Et plus que tout, il a cette volonté de gagner l'Euroleague. C'est ce qui lui manque pour son CV, pour son nom, c'est ce qui lui manque. Et dès qu'on arrive à ces moments-là, on n'a pas de doute sur le fait qu'il sera là au rendez-vous. L'Euroleague qui a questionné Mike James, qui s'est intéressé à son parcours en play-off avec Monaco. On vous propose ce petit sujet. Okay. One way is not going to win it. I've never seen a team play one way all 40 minutes every game and go to the championship and do the same and win. I think each game calls for something different, each situation calls for something different. Maybe even each possession does. So be flexible, be able to adapt, and stay together as much as possible. Mike James, the man they call the natural, does it once more. Playoff games are always big games and good atmospheres. I think every year we played against a team that has a heavy fan base and a heavy atmosphere. And we've won a game in each one of their courts every year. So, we know how to win big games on the road. So hopefully it'll help us going forward. It was our first taste of it, so I think we were just kind of happy to be there, but also we had a lot of potential to try to win that series. It was good for us to go to Game 5 in that environment and prove that we belong, and obviously it helped us. The Game 5 experience helped us a lot, and we were able to pull through, and it was a good moment for the club and for us. It was like my first time being like the leader of a team and going to the Final Four, obviously, and getting through a whole playoff series. So I enjoyed it. It was fun. Just individually, I just remember how much I had to go through to play. I needed back surgery during the series, and it was just tough, just trying to get through it the whole time. Came up short, obviously, and that one hurt. Still kind of hurt, actually.
Même toi aussi, tu as apporté ta pierre à l'édifice dans cette qualification pour le Final Four. Mathieu en parlait tout à l'heure, il y a eu ce match 2 où tu réalises ton meilleur match en club, d'ailleurs, devant ton public, salle Gaston Médecin. On va voir les stats. Ce soir-là, tu as touché les cieux. 20 points, 9 sur 9 à 2 points, 100% au tir, 27 dévals. Alors, tu avais déjà eu 27 dévals un petit peu plus tôt, du temps où tu étais, il me semble... ça peut-être la première saison où tu arrives sur le Rocher, peut-être du temps de la Virtus. En tout cas, tu as égalé ce record-là. Est-ce que tu peux nous parler de cette performance, tout simplement? Je pense que c'était c'est le bon match qui est arrivé au bon moment. Et je l'ai vécu comme une récompense d'un travail tout au long de l'année. Après, c'est sûr que j'ai un jeu où je cherche à peser sous les cercles, à être toujours physique. Après, je dépends pas mal aussi de ce qui va se passer au niveau de la création des extérieurs. Et c'est peut-être le match où il y a eu une certaine symbiose, on va dire, où j'étais placé comme il fallait, le ballon arrivait exactement où j'imaginais qu'il arrive. Et à partir du moment où le match il commence par 1, 2 ou 3 actions, tout semble plus facile et plus naturel. Donc c'est comme entre guillemets le shooter commence à avoir la main chaude. Moi, on va dire que j'étais le pivot qui a senti le jeu à un moment donné. Et clairement, ça a été une soirée que je ne vais jamais oublier. Et je suis fier que ça a compté dans cette qualification pour le Final Four. Tu l'as réalisé aussitôt, cette performance. Enfin, dès que tu es sorti du match, tu t'es dit, OK, là, je suis conscient de ce que je viens de faire, d'avoir permis à mon équipe d'avoir cet avantage du terrain et d'aller voyager à Barcelone avec un petit peu moins de crainte. Honnêtement, non, je l'ai pas réalisé. Après, je l'ai réalisé, je pense même le lendemain au réveil. J'ai vu mon téléphone qui était blindé de notifications et de messages et ça n'en finissait pas. J'ai vu l'état de mes proches, comment ils étaient à la fin du match. Je pense que c'est plus ça qui m'a fait réaliser l'ampleur de ce que j'ai pu faire. Je m'en rendais pas forcément compte et tant mieux comme ça, je pense. Et voilà, moi je garde vraiment en tête que je suis content d'avoir été impliqué et je vais à Abu Dhabi en me sentant légitime et impliqué et d'avoir pu aider l'équipe par rapport à mon rôle. Et on s'en rend compte sur le terrain aussi. Il y a un moment où on se dit ah ça y est là j'ai tout qui rentre, me sortez surtout pas. C'est un feeling, c'est une sorte je pense d'état de transe entre guillemets que le joueur quand il arrive à un moment donné comme on dit, avoir la patte chaude entre guillemets, on sent cette chose là et je sais que ça aurait pu durer longtemps comme ça. Après, tout ce qu'on espère, c'est que ça reste comme ça le plus longtemps possible. Malheureusement, quand on dort, on se réveille, il faut recommencer. Et c'est souvent plus dur d'ailleurs, parce qu'on veut se calquer sur comment est-ce qu'on a fini. Et malheureusement, ça se passe pas comme ça en général. Mam, on profite de ta présence, on t'a compilé un petit best-of de tes actions cette saison avec Monaco. Il va lui falloir quelques matchs pour prendre vraiment l'intensité de l'Euroleague. Ouais, bien fait, Mam Djeité trouvé dans la raquette. Djeité bien trouvé encore une fois. Il fait ce qu'il veut pour l'instant, Mam Djeité dans la raquette. Fabien Causeur qui a pris tout de suite ses responsabilités et qui a été attendu par Mam Djeité. Le premier contre pour Mam Djeité. Allez, voilà. Bonne passe. Et bien fait. C'est monsieur Mam Djeité ce soir. Il s'occupe de tout. C'est le grand qui met tout le monde sur les rails. Mam Djeité qui est à 20 points, mesdames et messieurs. Son match référence cette saison en Euroleague. Mathieu Strasel depuis le parking. Bien, Mam. Il a sauvé Mam Djeité. Et derrière, il a fini dans le banc, relevé par ses partenaires. Quelle image. Et Mathieu Strasel qui va faire se lever Gaston Médecin. Quelle séquence. C'est complètement fou et c'est Mam Djeité qui est allé se jeter corps et âme pour sauver ce ballon. Dimo, qui va y aller. Il a hésité, Dimo. Il a pris son propre rebond et la claquette de Mam Djeité, intenable. Lui d'abord c'est sa cam, ça Colin, Mam. Allez, faut que tu le fasses payer. Faut que tu le fasses payer. Il peut pas te tenir, il va faire faute.
Il va faire faute, voilà. Et il met ses 2 premiers points. Allez, passe. Thierry Tarpé, la vision, Mathieu Strazel à toi, à moi. Et Mame JT qui remet le couvert. Il est obligé. Ils n'y sont plus les Barcelonais, ils prennent la barrée. Mame, c'est ta 2e saison ici sur le Rocher avec Monaco. On a parlé de ta montée en puissance au fur et à mesure des matchs et de ces 2 saisons. Comment tu te sens ici ? Je me sens très bien parce que c'est une équipe avec laquelle j'ai grandi. Je pense que j'ai pu, dans l'adversité, en fait, passer des caps, réussir à optimiser mon jeu, mon utilisation. Et je suis content du chemin que ça prend. Et personnellement, après, dans ta vie privée, tu te sens bien ici j'ai passé pas mal de temps à l'étranger. J'ai eu une carrière assez mouvementée qui m'a fait passer par différents endroits, plus ou moins confortables en termes de mode de vie. Et de retourner en France, pour moi, déjà, c'est quand même très important, déjà familialement parlant. Et d'avoir une certaine stabilité aussi. Donc le sportif est comme il faut et la vie à côté est comme il faut. On s'intéresse un petit peu au parcours justement de Mame. Ouais, on va faire un petit retour en arrière, on va rembobiner la cassette, comme on dit, retracer un petit peu les grandes lignes de ta carrière. Tu as connu des grands clubs français, Limoges, Nanterre, la SIG. Est-ce que tu peux revenir sur ces années-là ? Peut-être commencer par Nanterre, parce que c'est là où tu remportes tes premiers trophées. Et notamment, on a une belle photo avec un certain Jean Donadieu, que tu as bien connu. L'ancien président de Et un maillot du All-Star Game aussi. C'est aujourd'hui le fils Frédéric qui a repris la présidence du club. Mais voilà, ce sont tes premières années. C'est là où vraiment tu touches au plus haut niveau. Ouais, clairement. Je commence ma première expérience professionnelle en Pro B à Boulogne-sur-Mer, où je termine MVP du championnat. Et l'année d'après, entre guillemets, j'ai fait un grand saut en passant de la Pro B à Nanterre, qui c'est encore un format où en fait le champion de France jouait l'Euroleague en fait dans un format différent, et je me retrouve projeté à 18 ans en train de jouer l'Euroleague, et ça m'a fait ça m'a fait découvrir énormément de choses. L'exigence aussi du plus haut niveau. J'ai vécu des bons moments et des moments plus difficiles. Mais ça a été avant tout une aventure familiale, parce que voilà, il y a un groupe de joueurs, de personnes que j'ai rencontrés là, on est toujours liés, et c'est ce que je retiens de ça. Quelques années plus tard, tu pars en Italie, d'abord à Turin, puis à Bologne. Il y aura 2 piges en Turquie et en Russie entre les 2 expériences. Mais c'est là-bas, à la Virtus, que tu changes de dimension. Tu remportes l'Eurocup, supplément MVP en plus de la saison régulière. C'est à ce moment-là que tu changes de statut, ou en tout cas que tu commences à te dire je suis vraiment pas loin d'atteindre mes objectifs. Je pense que clairement c'est à ce moment-là que je pense que même c'est le regard des gens même qui va changer sur moi plus que moi-même. Je pense de qui je suis. Je pense que j'ai toujours eu une certaine confiance de ce en quoi je suis capable de faire, et toujours été dans l'attente d'avoir certaines opportunités-là. Ensuite, quand ce titre d'MVP arrive, je suis le premier surpris en fait. Je m'attendais pas forcément. Et la première chose que je me dis, c'est que voilà, quand je suis dans une équipe où il y a Milos Teodosic, où il y a Bellini, où il y a Tornike Shengelia, en fait, où il y a des gros noms en fait, et que dans cette équipe, c'est toi qui es désigné MVP. Voilà, ça a été une vraie fierté, un accomplissement, et ça m'a permis de me rendre encore plus affamé, d'en vouloir encore plus, et je pense que année après année, j'ai soif de continuer à progresser, de continuer à apprendre, de continuer à performer, et mon but c'est de à chaque fois quitter un match et de me dire que j'ai pesé dans le match dans la limite de mon rôle. Mame, ton histoire basket, elle est aussi marquée par l'équipe de France. Il y a 10 ans, tu décrochais cette médaille de bronze au championnat d'Europe. Alors peut-être une première question rapide, quel souvenir tu gardes de cette époque? Et puis, est-ce que tu rêves encore de porter ce maillot, même si on sait que la concurrence est très, 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 très rude?
J'en rêve et c'est un objectif au-delà d'un rêve de pouvoir reprendre le maillot. On m'a proposé de faire les fenêtres pendant le mois de février. Malheureusement, c'était quand j'avais mes problèmes au niveau du genou et j'ai préféré aller m'occuper de mon genou plutôt qu'y aller parce que c'était un peu trop juste pour moi. À la moindre occasion, je pourrais y aller, j'irai. Maintenant, c'est vrai que je garde un souvenir presque de spectateur aux premières loges, en fait, de cette médaille de bronze où j'ai vécu des moments inoubliables. Et je pense que c'était un moment unique parce que ce qui a fait que c'est unique, c'est que ça se passait en France. Ça se passait en France où ils avaient découpé un stade de foot en deux et le contexte, l'ambiance, c'était juste énorme. Même j'en parlais aux anciens. C'était Tony Parker qui était là avec Borusio qui me disait. Il y avait un sacré roster en plus. Que c'était l'une de leurs meilleures campagnes du fait que c'était en France. Donc je suis extrêmement heureux. C'est des souvenirs qui vont rester à vie, quoi. Et comment tu la vois la concurrence justement en équipe de France? Parce qu'à tous les postes, on a l'impression que c'est pour aller se faire une place, c'est très très dur. Hein. Je la vois comme une équipe de France qui fait. Je pense que l'équipe de France. Dans ces années actuelles, je ne veux pas dire cette année-là ou plus qu'une autre, mais dans cette période actuelle, c'est peut-être l'équipe de France la plus complète et la plus performante qui n'ait jamais existé. Et tant mieux pour la France, c'est la première chose. Comme je dis, je pense que le secteur intérieur est indéniablement le plus complet et le plus fort que je pense qu'il n'y a jamais eu. Et je pense qu'on n'a rien à envier à aucun pays au monde au niveau du secteur intérieur. Donc, le fait d'être déjà dans ces noms-là, c'est déjà une bonne chose pour moi. Après, ça me rend juste plus affamé si je ne sais pas, ça va juste m'inciter à travailler plus et à retenter ma chance tant que je pourrai. Et tant qu'on me dit non, je continue et on fera que de me dire non et c'est pas grave. Et sur le secteur intérieur, justement, il y a un joueur dont il faut qu'on parle, qui explose aux États-Unis, c'est Victor Wembanyama. Toi, en tant que pivot, comment tu vois ce joueur-là qui paraît être un martien et qui peut jouer presque poste 4, poste 5 poste 1, je voulais dire plutôt. Je le vois comme un... En fait, c'est simple, comme quelqu'un qui peut tout faire, qui a quasiment pas de faiblesse et que sa seule limite, c'est le ciel, hein, comme diraient les Américains. Enfin. Donc, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire à part... qui continue à être ce qu'il est. J'ai entendu pas mal de choses sur son mode de vie qui est exemplaire. Et ça montre que c'est quelqu'un qui a une extrême ambition. Donc il y a très peu de doutes à avoir sur qu'est-ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va se maintenir ou pas? Parce que souvent, des joueurs aussi précoces, la peur, c'est de se dire que peut-être qu'ils vont craquer ou chuter à un moment donné. C'est un joueur comme ça, en tout cas, vu l'équilibre qu'il a, et tout ce qui est autour de lui, il y a très peu de doutes. Messieurs, on va faire une petite pause, on va se faire un petit jeu tous ensemble. C'est le retour du jeu des maillots. Il va falloir retrouver le joueur en fonction des maillots qu'il a portés. Le thème du jour, c'est les coéquipiers de Mam lors de l'Euro Basket 2015, donc c'est que des grands noms qui traînent. Par contre, j'ai des gros problèmes de mémoire. Je ne me souviens que de 3 maillots à chaque fois que ces joueurs ont porté, donc vous aurez que 3 maillots pour deviner le joueur en question. On peut commencer tout de suite avec le premier. Le premier qui normalement est très facile. Tony Parker, évidemment, avec le numéro 10 au PSG. Allez, on passe au deuxième. Agence Nando De Colo. Nando De Colo. Yoann, si tu veux participer, n'hésite pas. Mais je pense que ça va aller très vite avec Mam. Allez, le suivant. Batum. Voilà, Batum. Tu m'en laisses 5 quand même. J'aurais dû en faire... Il y en a 5 en tout, j'aurais peut-être dû en faire 12. Allez, on passe au quatrième. Borusio. Oui, c'est Borusio, Okay. Allez, on laisse le dernier à Yoann. J'ai trouvé déjà. C'est un pivot.
C'est un pivot. Ah, Geoffrey Lauvergne. Geoffrey Lauvergne. Ben voilà, un petit jeu efficace et rapide, messieurs. C'est un pivot, ça m'a mis dans le... C'est ça l'image de ce que je veux être efficace. J'aurais pu en faire 2 fois plus si j'avais su. Ça dépend pour qui. Hein. Je vais pas passer un très bon moment. Moi, mais... Allez, on vous rappelle évidemment la diffusion du Final Four et ce match entre Monaco et l'Olympiakos. Rendez-vous donc vendredi, match à 20h, avant-match à partir de 19h, puis après-match à l'issue de la rencontre de cette demi-finale entre Monaco et l'Olympiakos. Jeudi, vous aurez l'occasion de vivre de l'intérieur ce duel de play-off entre Monaco et Barcelone. Sylvie Ferreira et Anthony Casal ont suivi les Roca Boys sur les 5 matchs de la série For History. Documentaire exclusif à découvrir jeudi soir à 20h05. Extrait. Et il a sauvé Mam JT. Et derrière, il a fini dans le banc, relevé par ses partenaires. Quelle image! Et Mathieu Strazel qui va faire se lever Gaston Mensah. Quelle séquence! Je pense que je ne vais pas avoir le ballon. Et en fait, bonne surprise, finalement, j'ai réussi à l'avoir, mais je suis tellement surpris que j'arrive pas à m'arrêter et il y a le banc juste devant. Franchement, toute l'équipe m'a propulsé, mais c'est Terry qui a fait que j'ai cru qu'à ce moment-là, je faisais 20 kilos. Cette action elle est un peu symbolique de l'état d'esprit qu'il y avait dans le match. On a compris que si on arrive à être solidaire, si on arrive à tous avoir le même but et à se donner corps et âme en mettant entre guillemets les intérêts individuels un petit peu en second plan, on arrive à être cette équipe-là qui peut battre tout le monde. Documentaire monté par Laurent Lopopolo. Rendez-vous donc jeudi 20h05. Messieurs, c'est déjà l'heure du dernier quart-temps. On va donc évidemment se projeter ensemble, même sur cette rencontre qui vous attend contre l'Olympiakos à Abu Dhabi. Vous êtes rencontrés en saison régulière, une victoire de chaque côté, un partout, balle au centre. Clairement, un partout, balle au centre. Ce qui est sûr, c'est que les 2 matchs ont été serrés. 2 fois, ça s'est tenu ça s'est joué à rien. Donc, on sait que, par contre, de ce dont on est capable, on fait que d'en parler, on passe énormément d'heures à analyser leur jeu. Donc, ça va se jouer à rien, on le sait déjà. On peut essayer d'analyser autant qu'on veut cette rencontre et cet adversaire, mais je pense que sur un match comme ça, sur un Final Four, il y a une chose qui va faire la différence, ça va être l'adresse. Mam, ça c'est souvent, et ça s'est vu d'ailleurs sur ces 2 matchs de saison régulière, c'est souvent l'équipe qui a eu le plus d'adresse qui a remporté la rencontre. C'est ça. Avec des gros shooters en plus. Justement, moi je pense que ça va se jouer à l'adresse. Moi j'ai envie de voir peut-être l'autre côté. C'est que je pense que ça va se jouer à la défense du coup. Et clairement du coup, ça va être à nous de faire en sorte de rendre leur tir plus difficile, de faire chuter leur adresse du coup. Et on sait que c'est l'une des équipes qui bouge le mieux sans la balle, qui est un collectif qui est extrêmement bien huilé. Et si on arrive à casser entre guillemets cette dynamique, à casser ce rythme, on se donne beaucoup de chances de pouvoir remporter le match. Ouais, là on voit les stats justement sur l'adresse avec l'équipe qui avait remporté à l'adresse presque chaque rencontre. Quand on voit cette équipe, ce qu'elle a réalisé en saison régulière et quand on voit les Sacha Vezenkov, Evan Fournier et compagnie, elle fait peur quand même cette équipe de l'Olympiakos. Cette équipe elle fait peur, mais elle est prévisible entre guillemets. C'est peut-être pas... C'est peut-être positif pour nous, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce à quoi s'attendre. C'est une équipe où il y a un collectif et il y a un noyau qui est là depuis un certain nombre d'années, même si évidemment qu'il y a l'addition notamment d'Evan Fournier qui est en plus. Voilà, il n'y aura pas de surprise sur ce à quoi on va s'attendre sur les 2-3 éléments sur lesquels nous, il faut qu'on insiste. On va clairement être ciblé sur cette équipe est très agressive sur le rebond. C'est une équipe qui se projette très très vite en attaque et qui bouge très bien sans le ballon. Ça va être les 3 points principaux sur lesquels nous, on va mettre l'accent. Et comme dit, du coup, je prends de l'autre côté, du coup, à nous d'être à droit, du coup, et de faire en sorte que
de mettre les tirs parce que clairement, sans ça, on ne pourra pas gagner non plus. Tu avais été responsabilisé sur cette série, notamment au match 2, sur tous les autres matchs, mais surtout au match 2. Là, il va y avoir un chantier à faire aussi. Il y en avait eu un face à Yousfal. Là, il va y en avoir un autre, Milutinov, entre autres. Et Mousfal. Et Mousfal, c'est vrai. Là, on cache un autre. Toi, dans ta relation avec Daniel Theis, avec Papagiannis, avec les autres intérieurs de cette équipe, quelles vont être les clés de votre duel avec ces joueurs-là? Clairement, ça va être un... J'ai pu jouer le match 2, le match retour à l'Olympiakos. Déjà, donc ça, on a pu avoir déjà... Ça peut permettre de s'en rendre compte à quel point c'est une bataille physique, forcément. Mousse, il est compliqué à bouger. Quand tu as Moussa Fafal et quand tu as Milutinov, c'est deux gros gabarits ça va se jouer dans de la... Forcément, il y aura un peu de vis, mais c'est avant tout du physique et du combat physique. Je pense que le secteur intérieur qui va réussir à remporter la bataille du rebond, l'engagement, va donner un gros avantage à l'équipe à laquelle ils vont être pour pouvoir remporter le match. Et tu parlais des extérieurs aussi tout à l'heure, de la qualité d'un Evan Fournier, d'un Sacha Vezenkov. Comment tu les juges, toi, et quand tu vois le match de Matthew Strazel, les matchs de Matthew Strazel, de Mike James, d'Eli Okobo, pas seulement la marque, mais dans ce qu'ils apportent aussi défensivement, dans la manière dont ils peuvent aller contrer un petit peu justement cette ligne arrière qui fait un petit peu peur à tout le monde. Comment est-ce que tu juges Sacha Vezenkov, Evan Fournier, et comment est-ce que toi, tes coéquipiers vont pouvoir vous aider au mieux dans cette rencontre? Voilà, notre jeu il est basé sur nos secteurs extérieurs. À Monaco, c'est indéniable. Donc, je pense qu'en plus d'être responsables d'eux-mêmes et de performer eux-mêmes, ils auront une responsabilité de leader, entre guillemets, de mettre l'équipe sur le rythme qu'il faut, de donner le ton qu'il faut, mais des deux côtés du terrain. C'est-à-dire que c'est un match où, en fait, être bon d'un côté et pas de l'autre, ça ne sera pas suffisant. Il faut que tout le monde puisse être bon des deux côtés du terrain. Tout le monde soit prêt à faire des sacrifices. Et on a pu voir que nos extérieurs étaient prêts à le faire pendant cette série face à Barcelone. Je pense qu'ils en sont conscients. C'est notre paire d'extérieur et celle qui a aussi perdu malheureusement ce 27-2 contre l'Olympiakos. Donc il y a ce sentiment de revanche qui est là. Et il y a cette expérience qui s'est créée aussi. Donc je pense que ça va être à nous clairement de les suivre ensuite, quoi. Oui, en tout cas, ils ont Evan Fournier, ils ont Sacha Vezenkov, mais ils n'ont pas Mike James. Mike James, Johan, qui avait particulièrement brillé en plus sur ces deux matchs en saison régulière. Oui, avec 12 passes au match aller, 12 passes au match retour. Double-double à chaque fois. Son double-double, et ce qui est son record de passes en Euroleague, du moins en saison régulière. On avait vu un Mike James sur ces deux affiches-là avec... ce que prônait un petit peu le coach Spanoulis, c'est-à-dire un petit peu moins d'isolation et un petit peu plus de responsabilisation à la passe. On avait vu un Mike James capable de faire jouer les siens, dont toi, Mam et d'autres, voilà, symbolisés vraiment par ces doubles-doubles et beaucoup de passes. 24 passes, je trouve, face à l'Olympiakos en 2 matchs de saison régulière, c'est quand même costaud. On parle de Mike, on a été rencontré Jacques Monclar lors du dernier match des Sharks d'Antibes de cette saison régulière. Il y avait l'anniversaire du dernier titre. Jacques Monclar qui nous parle du dernier shoot de Mike Richardson qui donne le titre à Antibes il y a maintenant 35 ans. Et il a un petit conseil à donner à la Roca Team au passage. The clutch is for you, Mike. Ça irait bien à la Roca Team pour battre l'Olympiakos, ça, tiens. The clutch is for you, Mike. The clutch is for you, Mike. C'était pour les 30 ans, justement, de ce titre, pas les 35. On espère en tout cas qu'il sera pour Mike James, ouais. Mais pas pour Vezenkov, par exemple. Vous sortez de 2 défaites en championnat avec de la tension, Mike. Comment tu sens l'équipe? Est-ce qu'il faut être inquiet sur ces dernières performances avant le Final Four, ou est-ce que vous êtes vraiment dans votre bulle qui est complètement à part? Je pense qu'on est dans un groupe assez unique en termes de caractère, en termes de personnalité, en termes de joueurs, qui font que on n'a pas forcément besoin d'être dans le meilleur mood ou moment pour faire un gros match. Et cette même équipe, elle peut
aussi, des fois, en étant dans un mood trop bon, avec peut-être des victoires trop rassurantes, arriver là-bas et peut-être se reposer un petit peu ou un petit peu se relâcher inconsciemment. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément de corrélation à faire entre ce qui s'est passé là en championnat cette semaine et ce qui va arriver forcément vendredi. Et je sais que tout le monde est totalement tourné sur le match en essayant de se donner un maximum. C'est ce qu'on espère en tout cas pour vous et les coéquipiers. Mam, on termine comme d'habitude donc cette émission avec un petit mot sur les espoirs de la Roca Team qui se sont imposés pour leur dernier match de saison régulière. Victoire 77-65 sur le parquet de Chalon-sur-Saône avec seulement 7 joueurs convoqués par Mike Pivot. 23 points pour Clarence Massamba, le Français qui partira aux États-Unis en NCAA à la fin de la saison. 12 points et 7 rebonds pour Loïc Noudok-Bessi. Et puis un double-double pour Maxime Klitschko, 11 points. 13 rebonds. Comme la saison passée, Monaco termine deuxième de la saison régulière. Bravo à eux pour cette régularité. Bravo au travail de Mike Pivot et de tout le centre de formation qui porte ses fruits. Monaco affrontera Roanne en quart de finale de Trophée du Futur 2025 qui se tiendra du 30 mai au 1er juin à Bourg-en-Bresse. Maxime Klitschko, auteur du double-double contre Chalon. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans le 4e épisode des Pépites du Rocher qui sera diffusé ce jeudi. Le jeune pivot ukrainien, fils de la légende de la boxe et actuel maire de Kiev, Vitali Klitschko. Extrait. The last thing I would expect, but you know, in 3 years I managed to get selected, so I mean, it meant a lot. It's like a great honor and a great privilege to, you know, wear Ukraine on my chest and try to perform for the country and represent it in sports with my performance. I'm just really happy in general, and sometimes I still can't believe it's real. And I actually have my first basketball jersey too. It's pretty funny. This is from my first club in England. Yeah. So, yeah, national team and first ever basketball club. So, yeah, it's good. I started playing basketball pretty late, when I was 15 or 16. COVID locked everything down. All the sports were canceled. And at that point, I was really bored, so I went outside to the park, you know. There was a basketball hoop, and I just started shooting around, and every day went there. And after lockdowns ended, I decided, okay, I have some genetic gifts. I grew really tall at that period. I think I grew 15, 20 centimeters in one summer. And I decided, okay, I'm gonna try to use basketball. You know, I started developing my passion. Épisode donc à retrouver ce jeudi sur TV Monaco. Le prochain rendez-vous basket, on vous le rappelle encore une fois sur TV Monaco. Ce sera donc vendredi, demi-finale du Final Four Olympiakos AS Monaco. Coup d'envoi à 20h. Le match sera commenté par Colin Bourget et Laurent Sciarra. Vous retrouverez également l'avant-match à 19h et restez donc avec nous pour l'après-match en compagnie de Johan et de Ben Monclar. C'est déjà la fin de l'émission, messieurs. Passe trop vite. Johan, on se retrouve donc vendredi pour cette rencontre, pour l'avant-match et l'après-match. Mam, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, un gros big up à toute l'équipe pour vendredi. Merci à vous. Merci beaucoup. On se quitte, vous en avez l'habitude, avec le Magic Moment. Là, ce sera le Magic Moment de la saison. Il est signé Kendrick Nunn avec le Panathinaikos. Bonne soirée, bonne semaine à toutes et à tous sur TV Monaco. In the fourth quarter and shine like he did against Memphis. He'll do that again here tonight with a good steal now. He's going to shine on the fast break now! Kendrick Nunn checking multiple